Binge Audio. Bonjour à tous, anticorps du cinéma et ou l'infosite de la science et tous ceux qui nous écoutent en chemin vers une pharmacie pour s'acheter des préservatifs, car oui, c'est important de se protéger. Dans tous les cas, bienvenue dans ce nouvel épisode de 7ème Science, où le 7e art la ramène. Sa Science, un podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. Le principe est assez simple, on prend un film, on se pose des questions plus ou moins farfelues et on fait répondre un ou une experte. Ce mois-ci, le film choisi est Dallas Buyers Club de Jean-Marc Vallée, et la question que je me pose, que tout le monde se pose, c'est pourquoi l'immunothérapie, c'est l'avenir. Pour cela, nous allons définir ce qu'est l'immunologie, voir comment la recherche contre le sida a été l'une des grandes avancées dans ce domaine et pourquoi l'immunothérapie est une révolution pour l'avenir des traitements. Pour cela, nous avons à notre côté un expert, David Kletzmann, professeur en immunologie à Sorbonne Université, directeur du laboratoire immunologie, immunopathologie, immunothérapie de Sorbonne INSERM, chef du service biothérapie et directeur du centre d'investigation clinique en biothérapie et immunologie et, parce qu'on n'a pas fini, co-découvreur du virus du sida. Est-ce que j'ai bien tout dit, David ? Oui, absolument. Donc déjà, bonjour David. Bonjour. Mr. Woodruff, you've tested positive for HIV. We estimate you have 30 days left. Ain't nothing out there can kill Ron Woodruff in 30 days. Them drugs, they just released their testing, and I know this hospital's one of the sites. I need it. It doesn't work that way, Mr. Woodruff. Where are you going? They got good meds out of Mexico that's better than what you can get here in the States. And you can't buy this in the USA? No proof. You could be making a fortune off of this. They're importing illegal drugs for sale. They're not illegal. They're merely unapproved. I've been looking for you, Lone Star. Listen, Tinkerbell, unless you got more cash or new clients, I'm busy. You don't deserve our money. Welcome to the Dallas Buyers Club. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel des faits dans The Dallas Buyers Club, sorti en 2013, réalisé par Jean-Marc Vallée et qui a permis à Matthew McConaughey et Jared Leto de recevoir un Oscar. The Dallas Buyers Club s'intéresse à Ron Woodruff, 35 ans, un cow-boy violent, macho et homophobe, adepte du rodéo, de l'alcool, de la cocaïne et du sexe. Voilà, on a un peu un portrait du personnage, joué par Matthew McConaughey. Tout bascule quand, diagnostiqué séropositif, il lui reste 30 jours à vivre. Révolté par l'impuissance du corps médical, il recourt à des traitements alternatifs non officiels et au fil du temps, il rassemble d'autres malades en quête de guérison, des malades qu'on va appeler le Dallas Buyers Club, ce groupe qu'on va appeler comme ça. À ses côtés, il a une médecin et une séropositive transgenre qui l'aide dans son entreprise, aussi solidaire que désespérée. Mais son succès gêne. Ron doit s'engager dans une bataille contre les laboratoires et les autorités fédérales. Est-ce que vous avez vu le film, David ? Absolument. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez déjà en tant que spectateur ? Écoutez, je l'ai revu très récemment et moi, ça m'a évidemment remis en mémoire cette période tout à fait extraordinaire de ma vie où on a été face à ces premiers patients qui présentaient un sida, une maladie, enfin un ensemble de symptomatologies qu'on connaissait mais pas dans ce type de population. Et on était face à une énigme extraordinaire qui posait des questions, notamment celle de l'origine de cette pathologie. Donc, pour le film, oui, évidemment, dans le cadre du suivi de ces patients, évidemment, la thérapeutique, la prise en charge était extrêmement importante. L'arrivée du premier antirétroviral, molécule qui s'attaquait directement à la cause de la maladie, c'est-à-dire le VIH, a été extrêmement importante, même si cette molécule n'était pas... C'était la ZT, c'est ça ? La ZT, même si cette molécule n'était pas la panacée, elle a fait la preuve du concept que attaquer le virus, disons, à travers ces enzymes importantes était une voie thérapeutique efficace. Et là-dessus, évidemment, les laboratoires pharmaceutiques ont fait beaucoup d'autres dérivés de la ZT ou des molécules un petit peu de cet ordre-là. Et à la fin, on arrive aujourd'hui à une situation où, dans le fond, lorsqu'on est infecté par le VIH, on a une maladie chronique qui n'affecte finalement que peu l'espérance de vie des patients.
Donc ça s'est fait quand même dans une période, parce qu'on parle du début des années 80, où on voit apparaître ces cas, et maintenant, 40 ans plus tard, finalement, en fait, en 40 ans, on a réussi à faire quand même bouger les lignes vis-à-vis de ce virus. Mais avant d'entrer plus sur le sida, déjà, je l'ai dit, David Katzman, vous êtes immunologiste. Est-ce que vous pouvez expliquer déjà ce que c'est que l'immunologie ? Alors, l'immunologie, c'est, disons, la science qui étudie le système immunitaire. Le système immunitaire, qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble de cellules qui patrouillent dans l'organisme avec plusieurs missions, mais disons que la plus importante, clairement, c'est de nous protéger des agents infectieux. Microbes en général, que ce soit des parasites, bactéries ou virus. Et c'est une tâche qui est compliquée parce que en face de ce système immunitaire, il y a des virus, par exemple, qui évoluent beaucoup et qui peuvent évoluer vite et qui développent, et qui ont acquis des avantages particuliers qui leur permettent de temps en temps d'échapper au système immunitaire. Donc c'est un combat qui est difficile, mais l'évolution a co-sélectionné les virus d'un côté et le système immunitaire de l'autre. Mais on est là pour en parler, ça veut dire que notre système immunitaire est plutôt efficace. Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle en fait. Il se débrouille bien ce système immunitaire. Bah écoutez, voilà, l'exemple typique, c'est la grippe. Quand vous faites une grippe, vous avez un virus qui s'attaque à vous, qui commence à avoir une multiplication exponentielle. Si vous ne montez pas une réponse immunitaire extrêmement rapide, ben vous mourrez de la grippe. C'est pour ça que certaines personnes âgées qui ont un système immunitaire affaibli ou des nouveau-nés, des enfants qui n'ont pas encore un système immunitaire mature, décèdent de la grippe. Mais heureusement, dans la plupart des cas, notre système immunitaire prend l'avantage et élimine ce virus sans aucune autre intervention thérapeutique en 7 jours. Voilà. Donc c'est bien la preuve qu'il est efficace. À quel moment les médecins ou les chercheurs se sont dit « Tiens, on ne guérit pas par miracle, il y a quelque chose qui se passe dans le corps qui fait qu'on répond aux maladies ». Il y a eu, ça c'est des histoires anciennes et notamment qui sont liées aux périodes qui ont anticipé le développement de la vaccination avec la notion par exemple que lorsqu'on avait fait certains types de pathologies infectieuses, on ne le refaisait pas une deuxième fois et puis après ce qui a abouti à des traitements qui prenait appui sur cette observation-là. Mais après, disons, l'immunologie, c'est le début sa grande évolution, c'est le début du XXe siècle avec la compréhension notamment de la diversité, de la nature des cellules qui sont impliquées et puis surtout le début de la compréhension des mécanismes qui sont à l'œuvre pour cette grande fonction qui est celle de la défense contre les agents infectieux. Et comment, par exemple, donc c'est au niveau des globules blancs, si je dis pas de bêtises, c'est ça ? Ça se passe à ce niveau-là ? Oui. Alors. Parce qu'en fait, moi, j'ai des souvenirs de Il était une fois la vie, où je vois des petits bonhommes blancs patrouiller pour lutter. Donc, comment ces agents du corps humain reconnaissent une maladie ? Tiens, non, ça fait pas partie de nous, faut le dégager. Alors, c'est une excellente question à laquelle posée avec un niveau 4 ans, mais voilà. à laquelle la réponse n'est pas simple. Parce que, évidemment, vous comprendrez tout de suite que des agents infectieux, il y en a une multitude. D'accord ? Il y a ceux qu'on connaît, il y a ceux qui étaient là il y a des milliers d'années et qui ont peut-être disparu, et puis il y a les nouveaux qui vont arriver. Et ceux qu'on ne connaît pas encore. Voilà, ceux qu'on ne connaît pas encore. Donc, comment est-ce qu'on fabrique un système immunitaire qui va pouvoir prendre en charge tout ça, y compris ceux qu'on n'a pas encore connus. Alors, c'est compliqué, mais on peut l'expliquer quand même relativement simplement. C'est par la production de cellules qui portent à leur surface ce qu'on appelle des récepteurs, d'accord ? Alors, l'image qui est souvent, c'est l'image de la clé de la serrure, donc qui porte des serrures qui vont être ce qu'on appelle spécifiques d'un agent pathogène donné. Donc, un récepteur qui va reconnaître, justement, on parlait du virus de la grippe, un petit bout d'une protéine du virus de la grippe. Et ces fameux lymphocytes, ces globules blancs, ils sont produits, ils expriment ce récepteur et ils passent leur temps à patrouiller dans l'organisme à la recherche éventuellement de la présence de cette protéine qu'ils reconnaissent. Et si cette protéine est présente, la clé va dans la serrure, ça active le lymphocyte et le lymphocyte se multiplie pour
augmenter, disons, la taille de l'armée qui va être capable de combattre cet agent infectieux. On utilise beaucoup de terminologie, disons, militaire, quand on décrit le système immunitaire, mais c'est normal. C'est vraiment un combat entre un agent infectieux et nos globules blancs. Donc, cette serrure, alors après cette serrure, comment on fait, non pas une serrure, mais un très très grand nombre de serrures. Est-ce que j'allais dire, est-ce qu'il y a un lymphocyte par serrure ou est-ce qu'un lymphocyte a plusieurs serrures? Alors, non, un lymphocyte ne porte en principe qu'une serrure. D'accord. Voilà. Et donc, vous avez une infinité potentielle d'agents infectieux. Comment est-ce que derrière, vous allez avoir assez justement de lymphocytes dans notre organisme? On a 10 puissance 11, par exemple, de ces lymphocytes T. Donc, comment faire pour qu'ils reconnaissent tous ces... Voilà. Eh bien, ce récepteur, il est en fait très diversifié. Il est produit par une recombinaison de gènes, peu importe, un mécanisme assez complexe qui crée une grande diversité. Et donc, on a dans notre organisme, en fait, un ensemble de cellules qui patrouillent, qui ont ces fameux récepteurs d'un grand nombre de natures différentes. Et entre parenthèses, comme pour les clés et les serrures, il n'y a en fait pas qu'une seule clé qui peut rentrer dans la serrure. Disons, il y a une diversité de clés, voilà. Et donc, tout ça, ça permet qu'on est là aujourd'hui pour en parler. Donc, on a survécu à beaucoup d'infections virales. L'immunologie a permis d'approfondir nos connaissances ou même de contribuer à découvrir certaines maladies. Et ce fut le cas notamment pour le sida, car ce n'est pas un hasard si on a choisi Dallas Buyers Club, car je l'avais dit, David, vous êtes vous-même l'un des co-découvreurs du virus du sida. Alors, petit retour en arrière. En 2008, Luc Montagnier et Françoise Barré-Sinoussi ont reçu le Nobel pour leur découverte datant de 1983, la découverte du virus du sida. Mais l'histoire est en réalité un peu plus rocambolesque que ça. D'ailleurs, c'est assez peu su, mais elle est en fait bien plus collective. Oui, tout à fait. Il y a une vraie dimension collective et très intéressante à l'histoire de la découverte du virus du sida, et qui est que en France, très tôt, s'est monté un petit groupe de travail qui s'est intéressé à cette pathologie. Au tout début des années 80, c'est ça? Alors, c'est très précisément dans l'année 1981, au tout début, enfin début 82. Alors, en France, le premier cas de sida est un patient qui a été vu par mon collègue Willy Rosenbaum, qui a identifié que ce patient avait la même symptomatologie que celle qui avait été décrite par les Américains quelques mois auparavant, chez 4 patients homosexuels de San Francisco, je crois, ou de Los Angeles, je ne sais plus, et qui déjà décrivait que les pathologies que présentaient ces patients semblaient indiquer un grand déficit immunitaire. Et donc, Willy Rosenbaum, que je connaissais très bien, m'a appelé pour savoir si je pouvais faire les investigations immunologiques sur ce patient. Et comme les Américains, on est rapidement abouti à la conclusion qu'effectivement, on avait là quelqu'un qui avait un grand déficit immunitaire, et du fait de ce déficit immunitaire, il ne pouvait justement pas combattre un certain nombre d'infections, et il développait ces infections qu'on appelle opportunistes parce qu'elles se développent quand le système immunitaire est atteint. Donc, c'était tout à fait intéressant comme observation. À l'époque, évidemment, personne ne pouvait anticiper, évidemment, l'importance qu'allait avoir cette pathologie. Mais pour des raisons qui seraient longues à expliquer, quelques médecins français, je dirais un peu marginaux, mais jeunes médecins, entendons-nous bien, marginaux, mais présents dans l'institution, marginaux au sein de l'institution, se sont intéressés à cette pathologie, et alors qu'il y avait en France que 4 patients identifiés, ont décidé de monter un petit groupe de travail dont l'objectif était d'étudier cette pathologie. Et pour une pathologie qui n'a que 4 patients en France, on se réunissait tous les 15 jours pour discuter ça. Alors, qu'est-ce qu'on discutait? D'abord, on discutait de l'évolution de la situation, et notamment à travers nos échanges avec nos quelques collègues américains qui étaient engagés dans le même type d'études. Il faut savoir qu'à l'époque, les communications, c'était le téléphone et le fax. Il n'y avait pas Internet et les échanges de documents faciles.
Donc on se réunissait pour faire le point de l'évolution de la situation et puis pour prendre un certain nombre de mesures pour lancer un certain nombre d'études. La première des études ayant été celle qui consistait à dire il faut qu'on suive la pathologie en France, il faut qu'on mette en place un système pour déjà voir s'il y a d'autres patients qui apparaissent. Oui, qu'on n'aurait peut-être pas repéré parce qu'on ne savait pas encore exactement ce qu'il fallait chercher. Exactement. Ouais. Et puis, évidemment, ce qui était le plus fascinant dans cette histoire, c'était évidemment d'essayer de trouver la cause, donc précisément. Alors, ce qui a changé la donne pour, disons, la recherche de la cause de cette pathologie, c'est tout d'un coup l'identification, d'abord aux États-Unis, de cas de patients qui avaient été visiblement contaminés par des produits sanguins, et notamment des hémophiles. Et la raison est relativement simple, c'est que à l'époque, les hémophiles dépendaient de la transfusion de facteurs anti-hémophiliques. Et ces facteurs anti-hémophiliques, on ne savait pas encore les préparer avec ce qu'on appelle le génie biomoléculaire. On ne peut pas le faire produire par des cellules, disons. Donc on devait purifier ces molécules à partir de donneurs sains pour extraire le facteur anti-hémophilique et le réinjecter au patient. Mais on ne le faisait pas en prenant ce facteur chez un patient. On poolait une centaine de patients pour faire un produit reçu par l'hémophile. Donc, à chaque fois qu'il recevait une transfusion de ce produit anti-hémophilique, en fait, il recevait l'équivalent de 100 transfusions sanguines. Et évidemment, ces transfusions sanguines, les donneurs étaient criblés pour les maladies connues, pour ne pas. Mais à l'évidence, quand on a affaire à un agent inconnu, on ne peut pas le cribler. Et donc, très vite, comme la préparation de ces produits passe par une étape de filtration, cette observation disait, il y a un agent infectieux, puisqu'il est transmissible. D'accord. 2, ça ne peut être qu'un virus parce que c'est le seul qui est assez petit pour passer à travers le filtre qu'on utilise pour la préparation du produit. Donc, on recherchait un virus à l'origine de cette pathologie. Et là, évidemment, quel virus ? Donc, il y a des hypothèses qui ont été émises, pas nécessairement d'ailleurs par nous, à droite, à gauche, et elles revenaient évidemment par des discussions avec nos collègues. Donc, par exemple, à un moment donné, a été mis en cause un virus qu'on appelle le cytomégalovirus. Bon, très vite, on a vu qu'en France, il y avait des patients qui avaient le sida et qui n'avaient pas du tout d'infection cytomégalovirus. Donc, ça l'excluait. Puis ensuite, un autre virus comme l'Epstein-Barr virus, celui qui donne la mononucléose infectieuse, a été mis en cause. On a très vite vu... Alors, à chaque fois, le groupe de travail, quand même, investiguait ces hypothèses. On faisait venir le spécialiste de ce virus au sein de notre groupe au cours de nos réunions qui avaient lieu tous les 15 jours et on discutait l'hypothèse et éventuellement on discutait de quoi faire pour la valider ou l'invalider. Et donc on a éliminé le CMV, on a éliminé le BV et puis ensuite est arrivée cette fameuse hypothèse d'un rétrovirus. D'accord. Alors, quelle est cette hypothèse ? Comment elle a été formulée ? Elle a été formulée aux États-Unis par un chercheur qui s'appelle Max Essex. Et Max Essex, il était spécialiste de rétrovirus, mais notamment de rétrovirus du chat. Et vous savez qu'il y a un rétrovirus connu chez les gens qui ont des chats, parce que malheureusement, il donne des leucémies. Et c'est des maladies relativement fréquentes. J'ai moi-même un chat qui est mort d'une de ces leucémies. Voilà. Et ce qui était intéressant, ce qu'avait observé Max Essex, c'est que lorsqu'il faisait étudier ces chats-là, de temps en temps, le virus, du moins la plupart du temps, le virus était responsable de leucémie, mais de temps en temps de déficit immunitaire. Et donc, il a fait cette hypothèse que, pourquoi pas, un virus de ce type pourrait être à l'origine du sida. Et vous, quel a été votre rôle dans cette recherche du rétrovirus responsable du sida ? Moi, mon rôle au sein du groupe, c'était en fait de faire les investigations immunologiques de ces patients. Il se trouve que j'avais appris à faire cette fameuse numération des lymphocytes T4, T8, avec ce qu'on appelait le ratio T4, T8, ce qui était à l'époque de la recherche et pas du tout de la routine hospitalière. Et donc mon rôle dans le groupe était notamment de voir à peu près tous les patients du circuit, tous les patients parisiens. À l'époque, pendant moins de 2 ans, j'ai vu quasiment la totalité des patients de la région parisienne, et de la faire cette investigation qui comprenait aussi
une autre évaluation, elle, plus classique, qui consiste à tester la capacité de prolifération des lymphocytes dans leur ensemble quand on les stimule. D'accord ? Et ça, c'était à l'époque un test qui était largement employé pour évaluer un petit peu de façon fonctionnelle le système immunitaire. Quand je stimule mes lymphocytes, est-ce qu'ils sont capables de proliférer ? Parce que je vous ai dit tout à l'heure que la première chose qu'il faut faire en réponse à une infection, c'est augmenter le nombre des soldats, donc les faire proliférer. Et là, quelles avaient été les observations ? Qui n'étaient pas des observations originales. Les Américains avaient exactement les mêmes. D'accord ? Les patients sida, n'avaient plus de lymphocytes T4, ils avaient toujours des lymphocytes T8. Et deuxièmement, ces lymphocytes T4 ne répondaient pas à la stimulation, ne proliféraient pas. Pourquoi c'est important de dire ça ? Parce que en s'interrogeant sur comment on trouve un éventuel rétrovirus cause du sida, on a appris que la manière de faire, c'était de cultiver les lymphocytes T du sang, d'accord, jusqu'à qu'on puisse voir apparaître la trace de ce virus. Et la trace de ce virus, disons, c'est l'expression d'une enzyme très particulière qui n'existe pas dans les cellules humaines, mais qui existe dans les rétrovirus. Et donc là, on discute ça, mais donc moi, immédiatement, ce que me dit ce point-là, qu'il faut stimuler les lymphocytes, les cultiver pendant des semaines, d'accord, pour isoler le virus, moi, je dis tout de suite, mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que, justement, moi, je sais que ces lymphocytes sont incapables de proliférer. Donc, on ne va pas y arriver. Ces cellules, on ne va pas pouvoir faire des cultures de 15 jours. Donc, effectivement, mes collègues sont assez convaincus de ça. Et là, par contre, ce que je dis, c'est que, mais attention, il y a un autre groupe de patients, d'accord, auquel on s'intéressait, qui n'étaient pas des patients qui avaient un sida. Le sida, je vous rappelle, en gros, c'était défini par l'existence de ces infections opportunistes. Ces patients-là, ils avaient à la limite presque tout le contraire. Non, il n'y avait pas d'infection opportuniste. Et puis, ils avaient surtout d'énormes ganglions un peu partout dans l'organisme. D'accord ? Et ils avaient ce qu'on appelait le syndrome des lymphadénopathies généralisées. Donc, pourquoi est-ce qu'on étudiait aussi ces patients ? C'est parce que nous, comme les autres, avions remarqué que ces patients venaient exactement des mêmes groupes que les patients atteints de sida. Donc, c'était deux pathologies qui étaient apparues ensemble. Il y avait cette hypothèse que c'était peut-être le même agent causal. Et là, la grande différence, c'est que moi qui ai étudié aussi le système immunitaire de ces patients, je savais que là, pour le coup, ces patients avaient encore des T4 et des T8, donc encore des T4, et surtout que ces cellules répondaient à la stimulation, elles étaient capables de proliférer. Et donc je dis, est-ce qu'on ne peut pas faire l'hypothèse que si on veut identifier le virus du sida, ce n'est pas chez les patients sida qu'il faut le faire, mais c'est chez les patients qui ont des lymphadénopathies généralisées. Je rajoute que, dans le fond, si on doit chercher ce virus chez ces patients-là, pourquoi pas le faire au niveau des ganglions, d'accord ? Tout immunologiste sait qu'un ganglion est une structure qui est pleine de lymphocytes. Si vous voulez, c'est une poche à lymphocytes. Et donc, quand le ganglion grossit, c'est qu'il y a une réponse immunitaire qui est à l'œuvre dans ce ganglion. Et donc, l'hypothèse, dans le fond, plutôt que de prendre du sang, prenons le ganglion, ce qui aussi a été discuté et tout à fait validé par l'ensemble du groupe. Et le troisième, qui était Montagnier, a accepté, c'est une autre histoire. Et ce qu'il faut dire là, qui est très important, alors que les meilleurs laboratoires de rétrovirologie au monde étaient tous à la recherche d'un rétrovirus à l'origine du sida, mais tous en le recherchant dans les lymphocytes du sang de patients atteints de sida et échouant culture après culture, l'équipe pastorienne, à la première culture, ils sortent ce virus qui a été appelé LAV. Donc, c'est clair que l'hypothèse a été absolument la clé de la réussite. Et cette hypothèse, elle provient du groupe de travail et pas des virologistes. Et ça, c'est effectivement ce qu'il faudrait rendre au crédit de ce groupe. Alors encore, fallait-il prouver que ce virus était bien responsable du sida et non une conséquence du sida, c'est bien ça ? À l'époque, il faudrait d'autres
d'autres podcasts pour discuter ça, mais à l'époque, il y avait une bagarre qui commençait à se mettre en place, bagarre, le mot est faible, entre Américains et Français sur le sujet. Et en fait, il y avait un grand nombre de gens qui critiquaient la publication française. Il y avait des gens qui disaient, oui, mais de toute façon, vous trouvez un nouveau virus chez des gens qui ont plein d'infections opportunistes. Comment est-ce que vous savez que ce virus est la cause de cette pathologie et non pas tout simplement la conséquence? Ce virus, peut-être qu'on le porte tous, et simplement, quand on a un grand déficit immunitaire comme ce qu'ont ces patients, eh ben, c'est une des infections opportunistes parmi les autres qui apparaît. Et simplement, on ne la cherchait pas avant, donc on ne la voyait pas. Là, on l'a trouvée, maintenant on le voit, et c'est donc une autre infection opportuniste. Donc, après l'identification du virus, il y a tout de suite un deuxième groupe de travail qui se met en place, mais qui ne remplace pas le premier, le premier va continuer à fonctionner, avec les chercheurs de l'Institut Pasteur, Montagnier, Barré-Sinoussi et Jean-Claude Sherman, des membres du groupe de travail qui sont en fait Willy Rosenbaum, moi-même et Jean-Baptiste Brunet, qui était l'épidémiologiste. Et puis on s'y adjoint aussi 2 virologistes de l'hôpital Claude Bernard. Pourquoi ? Parce que ce petit groupe doit faire justement la preuve que ce virus est bien la cause. Donc, d'un côté, il y a des gens qui vont rechercher la trace du virus chez les patients, donc non pas en l'isolant, parce qu'isoler le virus, c'est super compliqué, mais en regardant s'il n'y a pas des anticorps qui reconnaissent le virus. S'il y a un anticorps qui reconnaît le virus chez un patient, c'est que le virus est là. Donc, l'idée est de dire, tiens, ce virus, montrons qu'on va le trouver chez tous les patients qui ont le sida et pas dans la population générale. Oui, donc, et à ce moment-là, vous dites, donc s'il est chez les malades, c'est une des manières de... Il y avait justement les 2 virologues, Françoise Maginot et Christine Rouziou de l'hôpital Claude Bernard, qui s'attelaient à mettre au point un test pour détecter les anticorps. À l'Institut Pasteur aussi, Montagnier cherchait aussi un test pour détecter ces anticorps. Et moi, ma tâche, qu'est-ce qu'elle a été ? C'est de dire, dans le fond, en tant qu'immunologiste, j'avais été totalement frappé par le fait que, on a une population de lymphocytes T, les T4, qui est éliminée, et les T8 qui sont là, restent présents à peu près en nombre normal. Donc moi, ma question, c'est est-ce que ce virus a quelque chose de particulier à voir avec les lymphocytes CD4 ? Pour voir si ça a à voir avec l'une ou l'autre de ces populations, séparons-les et infectons-les de façon séparée. Je prends du sang d'un donneur sain, d'accord, parfois moi-même d'ailleurs, ou des gens du laboratoire. Et puis, on sépare les lymphocytes T4 et les lymphocytes T8, elles sont dans 2 boîtes différentes, et on rajoute le virus aux 2. Et là, un samedi matin, je vais voir mes cultures de cellules, je les mets sous le microscope, les T8 en parfaite santé, donc des cellules qui prolifèrent sous le microscope, on les voit, elles sont bien brillantes, elles sont en grand nombre, elles sont là nombreuses dans la boîte. Et puis à côté, je mets la boîte lymphocyte T4 sous le microscope, et là, le désastre, un champ de ruines avec des cellules mortes partout, des grands amas de cellules fusionnées les unes aux autres. Et là, j'ai la preuve, je peux récapituler la maladie dans des boîtes de Petri, si vous voulez. Je tue mes lymphocytes CD4 avec ce virus, et pas les lymphocytes CD8, donc ce virus est la cause, et non pas la conséquence de la maladie. Et c'est cette découverte qui a aussi permis de voir que le virus du sida était donc un virus cytopathogène, donc c'est-à-dire qu'il tue les cellules infectées, et que pour stopper la maladie, il fallait un traitement pour empêcher la reproduction du virus. Et c'est là qu'entre en jeu la molécule AZT, dont on savait finalement assez peu de choses à l'époque. Et d'ailleurs, c'est intéressant, on le voit très bien dans le film, c'est que souvent, et les malades et les médecins, ils avaient à peu près le même niveau de connaissance à l'époque autour du sida. Donc, David, est-ce qu'on peut dire que le sida a changé la relation patient-médecin ? Absolument. Donc, ce qu'on connaît maintenant beaucoup, parce que évidemment Internet est aussi passé par là. Aujourd'hui, on voit beaucoup de patients qui sont extraordinairement informés sur leur pathologie, parce qu'ils ont accès à cette information via Internet. À l'époque, il n'y avait pas Internet, mais effectivement, il y avait une relation médecin-patient où les patients étaient évidemment très très désireux d'apprendre et de comprendre, et entre eux aussi s'échanger beaucoup d'informations sur l'évolution des traitements, sur les premiers résultats, etc., qui étaient tout à fait nouvelles, et qui, effectivement, a été le début d'une transformation majeure dans la relation médecin-malade.
Si on voit l'impact du sida à de nombreux niveaux de la recherche, de la perception des autres ou même de manière relationnelle, on comprend aussi, avec votre expérience, l'importance et la nécessité de l'immunologie. D'ailleurs, depuis quelques années, l'immunothérapie semble avoir pris une place très importante dans les traitements de nombreuses maladies. D'ailleurs, on a presque l'impression que c'est devenu le mot magique, David. Il faut voir que l'immunologie est partout, si je puis dire. Mais je peux le dire, moi. Oui. Ce que j'entends par là, c'est que on n'a pas de système immunitaire comme essentiellement, disons, un système nous protégeant des infections dangereuses. Mais le système immunitaire, il a aussi d'autres rôles. Notamment, il contrôle ce qu'on appelle l'inflammation. Et puis, il contrôle par d'autres types de cellules le fait que nos tissus sains, disons, soient protégés et non pas attaqués, d'accord, par le système immunitaire en question. Et donc, quand tout ça se dérègle, ça peut donner des pathologies, et notamment des pathologies dites auto-immunes. Une pathologie auto-immune, c'est quand le propre système immunitaire d'une personne se retourne contre un de ses tissus ou plusieurs de ses tissus et génère différents types de pathologies. Alors, les pathologies auto-immunes, pour en citer quelques-unes, c'est le diabète de type 1, c'est la sclérose en plaques, c'est la polyarthrite rhumatoïde, c'est les maladies inflammatoires de l'intestin, etc. D'accord ? Donc, il y en a de nombreuses, il y en a une centaine. C'est un problème majeur de santé publique. Hein. Ça absorbe, je crois, un tiers des dépenses de santé, pour donner un ordre de grandeur. Dans ces domaines-là, il y a des progrès spectaculaires qui ont été faits. Les premiers étant l'utilisation de ce qu'on appelle d'anticorps monoclonaux. C'est les premières immunothérapies, des anticorps monoclonaux qui vont neutraliser des molécules qui sont responsables de la pathologie. Mais au-delà, et donc dans ce domaine des pathologies auto-immunes, il y a des progrès absolument considérables. Mais là où il y a eu aussi des progrès tout à fait spectaculaires, c'est dans le domaine du cancer. Oui, voilà, c'est ce que je recommande, que le cancer, enfin, on lit beaucoup maintenant cancer et immunothérapie. C'est quelque chose, en tout cas, ça paraît être un peu l'avenir. Absolument. Donc, l'immunothérapie dans le cancer, c'est justement d'essayer d'éduquer nos fameux lymphocytes à aller tuer les cellules tumorales comme ils sont capables de tuer les cellules infectées par un virus. Et ça, ils ne le font pas. C'est complexe et explicable, mais c'est un peu long. Mais ce qu'il faut juste dire, c'est que enfin, on a trouvé des manières d'aller stimuler ce système immunitaire pour attaquer les cellules tumorales. Et ça a donné des progrès absolument considérable, puisqu'il y a maintenant beaucoup de cancers qui étaient absolument sans aucune issue, avec une évolution très péjorative, très rapide, qui aujourd'hui sont en rémission, disons, longue, voire en guérison, dans un pourcentage élevé de patients, 30-50% des patients. Donc, et tout ça est en train de progresser. Et pour faire l'analogie avec le sida, l'intérêt, c'est que ces nouvelles immunothérapies du cancer, elles peuvent être associées aux autres thérapeutiques qu'il ne faut pas évidemment négliger, hein, qui sont la chimio ou la radiothérapie. La chimio et la radiothérapie. Et donc, on est en train d'apprendre à utiliser ensemble cet arsenal thérapeutique. Et moi, je dis souvent, je pense que dans une dizaine d'années maintenant, le temps d'avoir fait ces essais de combinaison, parce qu'on a déjà beaucoup de molécules, on aura des pronostics dans beaucoup de cancers qui seront totalement changés et évidemment bien plus favorables. Alors, ça ne veut pas dire que tous les cancers vont être sensibles à l'immunothérapie, hein, ça c'est évidemment... Mais disons que globalement, la prise en charge du cancer, oui, va être révolutionnée, est déjà révolutionnée par l'immunothérapie, et ça n'a faire que s'améliorer. Et avant de vous laisser, David, moi je vous ai imposé Dallas Buyers Club, que vous avez donc revu, mais est-ce que vous voulez, en tant que spectateur, en tant que David Klatzmann, le cinéphile, me recommander un film de votre choix ? Qui n'est pas forcément lié à la question du sida. Hein, oui. Un film de mon choix. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais alors, je ne vais pas aller plus loin. J'ai un film qui est dans le coin de ma tête depuis toujours, que je n'ai pas revu depuis très longtemps. Voilà, c'est lui qui est venu en réponse à votre question de suite.
personne l'a vu, je crois. Ça s'appelle La clepsydre de Werner Haas. Alors, pour la petite histoire, lorsque j'ai rencontré ma femme il y a bien des années, alors évidemment, chacun a emmené l'autre voir son film fétiche. Alors, moi, j'ai emmené voir La clepsydre qui jouait dans le cinéma au Quartier Latin, là-haut, dans une salle. Voilà, elle a trouvé ça désastreux. Et puis, après, elle m'a emmené voir India Song, que j'ai trouvé absolument ennuyeux. Voilà. C'est vrai que vous êtes fait l'un pour l'autre. Voilà. Mais 40 ans plus tard, on a toujours fait l'un pour l'autre. Mais donc, je sais pas, voilà, il m'est venu, je vais arrêter. Après, il y a plein d'autres films que j'aurais pu citer, mais celui-là m'est venu comme ça. Donc, voilà, peut-être que je vais... Ça raconte quoi, La clepsydre ? C'est une vision d'un monde qui est celui de mes racines, disons, et qui, dans ce sens, m'a beaucoup impressionné, quoi, voilà. Et ben donc soyez curieux, allez découvrir La clepsydre, recommandation de David Klatzmann. En tout cas, merci beaucoup David d'être venu nous donner des nouvelles de l'immunologie. 7e Science, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans un mois pour voir un nouvel épisode de ce podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. En attendant, vous êtes parés pour briller dans les dîners.